Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure libre, une émission en partenariat Front Populaire le Média et Sud Radio. Je suis en compagnie avec joie toujours de Michel Onfray, fondateur de notre revue, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité est Christophe Bourseiller, auteur de nombreux livres, notamment Complotisme, anatomie d'une religion, paru aux éditions du Cerf. On est très content de vous avoir, Christophe. Alors, émission spéciale aujourd'hui, on va parler de complotisme. Tiens donc, on va se demander ce qu'est le complotisme, car parfois les définitions ne sont pas rigoureusement les mêmes. Et surtout, on va se demander si l'accusation de complotisme n'est pas devenue une arme politique, un moyen pour disqualifier, pour censurer l'autre. Alors bonjour à tous les trois, bonjour. Bonjour. On va vous demander, tout invité, tout honneur, on va vous demander, Christophe Bourseiller, de nous expliquer ce qu'est le complotisme en quelques mots. Oui, alors très rapidement, c'est vrai qu'il y a une espèce de flou autour de ces notions. D'ailleurs, les gens n'y comprennent rien. Très souvent, moi, quand je parle je dis que je travaille sur les théories du complot ou le complotisme, alors ils pensent que je travaille sur les vrais complots. Donc il y a une espèce d'ambiguïté. Alors en fait, bien sûr, il y a toujours eu de vrais complots. L'histoire humaine est une suite ininterrompue de vrais complots. Des complots passionnants, ils sont nombreux, de l'assassinat de César aux armes de destruction massive en Maxime Irak nous en parlera en 2003. Enfin, il y en a un nombre incalculable de vrais complots. Il y a de vrais journalistes d'investigation qui dénoncent les vrais complots. Les journalistes qui ont dénoncé l'affaire Ben Barka, Julian Assange qui est dans les WikiLeaks a dénoncé les vrais complots de l'époque présente. Et puis il y a le complotisme. Alors le complotisme, c'est en quelque sorte c'est quelque chose qui s'appuie sur des rumeurs, c'est une amplification de la rumeur, et pour résumer les choses, je dirais que le complotiste est quelqu'un qui voit des complots là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que le complotiste passe à côté des vrais complots de l'histoire pour au contraire, lui, créer des systèmes prétendument rationnels mais qui ne le sont pas véritablement, qui sont en fait l'amplification de diverses rumeurs. Je vous donne un exemple très intéressant parce qu'on en parle beaucoup, c'est le 11 septembre 2001. On est en 2023, on sait aujourd'hui que le 11 septembre 2001 c'était un vrai complot. C'était un complot organisé par le groupe Al-Qaïda avec des moyens financiers gigantesques visant à lancer une guerre contre ce qu'il appelait les croisés, une guerre qui a duré 20 ans. Donc aujourd'hui on ne peut pas douter de la réalité de ce combat des djihadistes contre les démocraties. Mais pour certains complotistes, non, c'est pas le bon complot. Alors ils disent ah non, c'est le vrai complot, c'est pas ça. Le vrai complot, c'est que les Américains se sont fait sauter eux-mêmes pour légitimer la guerre d'Irak en 2003. Ah, vous voyez, c'est compliqué finalement parce que vous avez un complot qui est quand même évident et puis vous avez des gens qui vous disent non, c'est autre chose avec des tas d'arguments. Après, ils vont aller chercher, puiser dans un vivier d'arguments qui ne tiennent pas la route si on les observe vraiment et qu'on en fait la recension critique. Alors, vous parlez dans votre livre, vous dites qu'il y a des monocomplotistes et il y a des polycomplotistes. Bah oui, non, mais les complotistes, déjà, il faut dire une chose, c'est important. Moi, pour ça que j'ai appelé mon livre le complotisme, anatomie d'une religion, avec un petit peu d'humour et évidemment des guillemets à religion. Le complotisme, c'est une croyance. C'est-à-dire que les complotistes, ce sont des gens qui croient en un certain nombre d'évangiles. Alors je dirais très rapidement, c'est important de le dire, premier évangile, rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard n'existe pas. S'il fait beau sur Paris aujourd'hui, c'est parce qu'un satellite envoyé et contrôlé depuis l'Alaska empêche qu'il pleuve pour nous faire mourir de soif. Vous voyez, ça c'est ça l'idée. Rien n'arrive par hasard. Deuxième évangile, on veut nous détruire. On. Alors qui est ce on? Ce sont les véritables maîtres du monde, sachant que ni Poutine, ni Biden, ni Xi Jinping ne gouvernent vraiment. Ceux qui gouvernent vraiment, ce sont des forces occultes qui sont dans la pénombre. Alors le problème, c'est qu'il y a les complotistes qui identifient de très nombreuses forces occultes, tellement qu'on peut se demander laquelle gouverne vraiment. Les autres. Alors ça va du Forum économique mondial de Davos, en passant par le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, enfin bref, je pourrais vous en citer un nombre considérable. Et puis troisième évangile fondamental, tout ce que disent les médias est faux.
Tout est faux. Alors ça, c'est toujours dangereux, les merdias, les médias menteurs, etc. Alors ça, c'est toujours embêtant parce que quand vous dites les médias, c'est comme si vous disiez les Noirs, les Juifs, les Arabes, les Blancs, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que disent les médias est faux. Ça veut dire que vous mettez dans le même sac Voici et le monde diplomatique, en quelque sorte. Alors par contre, si tout ce que disent les médias est faux, où est-ce qu'on va s'informer ? Sur Internet, où tout est vrai. Vous voyez, donc là, il y a évidemment une matière à réflexion pour bien comprendre ce phénomène de complotisme. C'est une croyance. Alors, avant que Maxime nous rappelle les complots célèbres, certains complots célèbres, je voulais demander à Michel s'il voulait compléter votre définition qui est très dense et riche. Ah oui, non, c'est formidable, c'est la définition que vient de donner Christophe. Moi, je pense qu'il y a toujours un fond antisémite. Ah oui, oui. Quand vous avez pris l'exemple du 11 septembre, il y a un moment donné où c'était les Américains qui avaient décidé ça, mais en relation avec le Mossad. Évidemment. Et les Juifs sont toujours derrière tout ça. Après ça, vous avez tous ces gens qui sont contre les vaccins et qui nous disent que les vaccins sont faits pour nous tuer. Alors je veux bien que ça ne fonctionne pas très bien, mais de là à dire qu'ils sont faits pour nous tuer. Et qui on trouve derrière les vaccins? Les trusts pharmaceutiques qui sont dirigés par qui? Par les Juifs. Si on vous dit les médias nous mentent, les médias, bien sûr vous avez raison de dire que c'est pas exactement la même chose, le monde diplomatique est galin, mais on dit mais finalement les médias ils sont aux mains des Juifs. Et donc, quand vous dites il y a toujours des gens qui sont derrière et on ne sait pas qui ils sont, in fine, ceux qui sont les patrons des patrons, ce sont toujours les Juifs. Et je pense que, c'est une hypothèse que je vous soumets parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On sait que le protocole des sages de Sion procède aussi de Russes antisémites et que il y a toujours cette espèce de haine des Juifs qu'on voit partout et qui voudraient le mal de l'humanité tout le temps. Ils voudraient tuer des gens, ils voudraient penser à leur place, parce qu'en gros ils veulent faire de l'argent. Et on en revient toujours à ce genre de choses. Et de fait, quand vous dites qu'il faut distinguer le complot véritable et le complotiste qui voit des complots là où il n'y en a pas, je trouve que c'est une magnifique définition. Alors, si le complotisme, c'est croire de façon systématique au complot, l'histoire nous apprend, Maxime, que des complots, il y en a eu, des célèbres. Vous êtes amusé à en relever quelques-uns, Maxime. Oui, c'est ce que disait Christophe Bourseiller à l'instant. C'est-à-dire que les deux écueils à éviter quand on parle de complot, c'est d'en voir partout, et ça c'est le complotisme, et le deuxième c'est d'en voir nulle part, parce qu'effectivement l'histoire est jalonnée de complots, et d'ailleurs Christophe Bourseiller les cite dans son livre. Alors à l'emporte-pièce comme ça dans l'Antiquité, la conjuration de Catilina évidemment, l'assassinat de Jules César, il en a parlé, l'assassinat de Caligula, beaucoup dans l'Antiquité. Sous l'Ancien Régime, on pourrait prendre l'arrestation des Templiers par Philippe le Bel en 1307, les assassinats d'Henri III et d'Henri IV. À la même époque, en 1605, outre-Manche, la conspiration des poudres, où Robert Catesby et son équipe tentent de faire exploser le Parlement britannique avec la famille royale à l'intérieur, complot qui a été déjoué à la dernière minute et qui a d'ailleurs beaucoup marqué l'imaginaire britannique. Plus près de nous, au XXe siècle, le complot de la cagoule contre la Troisième République en 1936, l'assassinat de Trotsky au Mexique commandité par Staline, l'attentat du Petit Clamart contre De Gaulle en 62. On pourrait continuer comme ça la litanie longtemps. Il existe même des sortes de complots au carré, ce qu'on appelle des opérations sous faux drapeau, false flag en anglais, c'est-à-dire des complots perpétrés dans le but de faire accuser des tiers. L'exemple le plus connu, c'est l'incendie du Reichstag en 1933. Les nazis accusent les communistes d'avoir incendié le Parlement, mais, même si la thèse est encore débattue par les historiens, une partie des historiens s'accordent pour penser aujourd'hui que c'est sans doute les nazis qui ont probablement mis l'incendie au Reichstag eux-mêmes. Alors il y a quand même une autre thèse, puisque moi j'ai travaillé là-dessus, puisque je suis l'auteur d'une histoire de l'ultra-gauche, c'est qu'en fait il y avait un monsieur qui s'appelait Marinus van der Lubbe, qui faisait partie d'un groupe ultra-gauche qui prônait la lutte armée, et il venait d'apprendre qu'il était condamné à devenir aveugle, sa vue allait baisser, il était dans un état de dépression très grave, et c'est lui qui, pour lutter contre ce monde, selon un peu la formule des autonomes aujourd'hui, qui a mis le feu au Reichstag. Ça pourrait être un acte isolé. C'était en réalité un acte d'un révolutionnaire ultra-gauche isolé, en fait, et qui a été récupéré après, bien sûr, par les communistes d'un côté, par les nazis de l'autre. Voilà. On apprend des tas de choses ce matin, c'est passionnant. Faut-il craindre de se faire taxer de complotiste? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Est-ce que l'accusation de complotisme est devenue le meilleur moyen de disqualifier l'adversaire? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous de 10h à 11h sur Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard, et notre invité est l'excellent Christophe Bourseiller, auteur de Complotisme, anatomie d'une religion, paru aux éditions du Cerf. Et avant de nous demander si le complotisme n'est pas en train de devenir une arme politique, je voulais vous demander, Christophe, quels sont les complots, le complotisme en ce moment, les complots à la mode, ce sont lesquels? Il y a eu... à part celui de
d'André Berkoff, dont on dit pique-pendre dehors de Sud Radio, ce qui évidemment nous oblige à beaucoup de solidarité avec lui. Ça, c'est autre chose. André Berkoff, d'ailleurs, qui est celui qui m'a permis d'écrire mon premier livre. Mais oui, il a beaucoup de qualité. Les ennemis du système, il y a fort longtemps. Enfin bref. Oui, alors il y a une théorie du complot très intéressante qui est une rumeur qui enfle et qui grossit depuis le début de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire l'idée, c'est que Poutine est un libérateur et qu'il a attaqué l'Ukraine pour détruire des biolabs aux mains du nouvel ordre mondial, donc aux mains des maîtres du monde, dans lesquels on fabriquait de l'adénochrome, qui est la substance, le mot-clé dont les complotistes parlent aujourd'hui. Alors l'adénochrome, dans le langage complotiste, c'est une sorte de substance miracle qu'on prélève dans le cerveau des enfants, si possible des petits blonds, et quand on se le réinjecte, on est assuré de la vie éternelle. Et donc des vieillards libidineux kidnappent donc c'est des raptes pédophiles, kidnappent des enfants, si possible blonds, pour prélever leur adénochrome. Alors j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit tiens, mais c'est quoi l'adrénochrome? Alors en fait, alors je dis que c'est évidemment là très au-dessus de mes capacités, mais en fait c'est une substance qui n'a pas de pouvoir particulier, sauf que en 1998 sort un film qui s'appelle Las Vegas Parano. Ouais. Et dans ce film-là, on use du mot adrénochrome pour désigner une substance qui vous régénère. Et en fait, la théorie du complot, elle semble bien puiser son origine dans le film Las Vegas Parano en 1998, mais aujourd'hui, elle est extrêmement répandue. C'est vraiment une sorte de mot de passe que les complotistes se refilent entre eux aujourd'hui, avec toujours une question qu'on peut leur poser, qui est celle que je leur pose très aimablement, parce qu'ils ont tendance à proférer des injures. Mais soyons calmes. Moi, je leur demande simplement quelles sont vos sources. Vous savez, il y a pas très longtemps, il y avait une théorie du complot qui circulait selon laquelle des hommes jeunes mouraient en masse, mais on n'en parlait pas après avoir été vaccinés par Pfizer. Alors j'ai cherché sur Facebook, il y avait des textes entiers qui disaient, alors la source c'était selon la médecine italienne. La médecine italienne. Alors, on connaît la cuisine italienne. Voilà, je connaissais la cuisine, mais la médecine italienne, non. Elle a bon dos, la cuisine italienne, la médecine italienne, vous voyez. Donc, évidemment, la question, quelles sont vos sources? C'est ça qu'il faut leur poser. On veut des preuves. Alors, plus sérieusement, on parle complot, on parle de complotisme. Là, on vient d'en rigoler quelque peu. Mais est-ce que, Michel Onfray, cette accusation de complotisme n'est pas arrangée de temps en temps à côté de celle de extrême droite, de populistes, de fascistes? Bref, est-ce que ce n'est pas devenu un fourre-tout qui permet à ceux qui voudraient incarner la raison raisonnante de discréditer l'adversaire, voire de le frapper de mort sociale? Oui, moi j'ai même eu droit à ça personnellement avec Gérald Bronner qui disait dans Le Point que j'étais un complotiste parce que je voyais des Maastrichtiens partout et une espèce de complot des Maastrichtiens, etc., etc. C'est assez drôle quand on sait que ce monsieur est discrédité aujourd'hui parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts alors qu'il a été mandaté par le pouvoir de Macron pour réfléchir sur la question du complotisme. Et donc tout ça est assez drôle. Donc il y a un moment donné où on peut avoir raison quand on dit qu'il y a des complots, et puisque effectivement la chose a été clairement dite. Il y a des complots qui existent véritablement et puis des gens qui voient des complots là où il n'y en a pas. On a le droit de faire une analyse qui nous permet de dire que quand on est dans un système maastrichtien, il y a des conséquences politiques et on ne va pas dire que, par exemple, Solzhenitsyn, enfin, comparaison n'est pas raison, mais que Solzhenitsyn était complotiste en estimant que le pouvoir bolchevique était coupable de tout et qu'il ne voyait que du pouvoir bolchevique partout et que l'archipel du Goulag n'est pas crédible parce qu'il attaque le bolchevisme partout et que c'est un complotiste. Donc il y a un moment donné où on peut avoir raison quand on dit qu'il y a des causalités et que ces causalités, on les désigne. Je crois comprendre qu'effectivement il y a du complotisme quand les causalités sont des causalités magiques, c'est de la pensée magique. Donc oui, aujourd'hui c'est un petit peu comme réchauffiste, c'est un peu comme antisémite, comme xénophobe, comme fasciste, comme d'extrême droite. Ça interdit la pensée ou la réflexion. Si on est dans cette logique du complotisme, c'est que plus rien n'est possible, plus rien n'est pensable. C'est pas faux. Moi j'ai vu des gens qui m'arrêtaient dans la rue parfois même qui m'agressaient en me disant vous nous avez quittés, vous nous avez trompés, vous nous avez trahis en disant ce que vous avez dit sur les vaccins. Et quand je commençais à avoir une discussion avec ces gens-là, ils commençaient à m'expliquer que les vaccins, ils étaient faits pour tuer les gens. Je veux bien que les vaccins ne fonctionnent pas, qu'ils fonctionnent mal, qu'ils ont été vite faits, mal faits, etc. Je veux bien qu'on discute de tout ça, il y a évidemment aucun problème. Mais de là à dire qu'on fabrique des vaccins pour tuer,
et qu'il y avait aussi le projet de pucer les gens, c'est-à-dire on nous disait en gros, en vous vaccinant, on vous met des puces et on va activer le jour venu les puces et vous deviendrez des robots. Je dis mais attendez, vous êtes déjà des robots et vous avez vous-même inoculé votre propre puce, ça s'appelle votre téléphone portable. Donc si vous vous défaites de cette puce-là et c'est vous qui en êtes les seuls responsables, vous verrez que vous augmenterez votre propre liberté. On ne peut plus, c'est ce que dit Christophe, on ne peut plus disserter ou discuter avec ces gens qui sont dans la foi. Ils sont dans la croyance et ils finissent par me dire que je suis payé par les trusts pharmaceutiques. Ah et oui. vous dites bon on peut plus parler quoi. Si effectivement dire que les vaccins ne tuent pas, c'est être payé par les trusts pharmaceutiques. Ben voilà, c'est-à-dire que la discussion n'est plus possible, n'est plus pensable. Donc oui, c'est un faire entrer aujourd'hui ce mot dans le dictionnaire des insultes qui interdisent la réflexion, le débat et l'échange. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel Onfray. C'est vrai qu'il y a une imprécision sémantique qui ne couvre pas seulement le complotisme. Hein. C'est ça, ultra-gauche, ultra-droite, extrême droite, extrême gauche. Ce sont des termes qui sont employés à toutes les sauces dans un but de disqualification, dans un but d'insulte, mais sans qu'on aille vraiment au fond des choses et qu'on étudie. Moi, je prends toujours parfois, il m'arrive de passer, on regarde avec des gros yeux quand je fais remarquer que le populisme, ce n'est pas du néofascisme, que ce sont des choses différentes, parce que m'intéressant étudiant ces courants, je vois bien la différence qu'il y a entre un parti populiste qui s'inscrit dans le jeu démocratique, même si ses idées ne sont pas les mêmes que celles des partis du centre, n'a rien à voir avec un mouvement néofasciste qui prône un coup d'État, un coup de force, etc., par la violence pour imposer de force un ordre nouveau, respectant les inégalités dites naturelles. Donc évidemment, c'est le problème de cette imprécision sémantique qui fait que c'est vrai que traiter quelqu'un de complotiste, je sais pas, moi j'ai lu aussi un texte dans lequel Michel Onfray se faisait traiter de complotiste dans Challenge ou je sais plus quel journal, et je me disais c'est marrant parce qu'il n'y avait pas d'argument, c'est-à-dire qu'il se faisait traiter de complotiste, mais on voyait pas quelle théorie du complot il défendait. Donc il y avait une mais certaine c'est ça ambiguïté. le problème quand même, c'est que très souvent la disqualification ça passe juste par l'insulte et donc complotiste devient une insulte et ça va pas au-delà, ça permet de ne pas argumenter justement. D'où le travail que j'ai voulu faire, qui est un travail de définition des mots, de remise à plat et de définition des mots, parce qu'effectivement, de quoi parlons-nous? Tout ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que les complotistes ne font rien pour nous aider, puisque ils sont dans l'injure permanente. Ce sont des croyants, donc ils sont absolument rébarbatifs à toute forme d'explication rationnelle. Ils ne peuvent pas entendre une critique rationnelle. Donc ils sont forcément dans une réaction épidermique, une réaction de colère, de rage, par rapport à toute personne qui ne va pas aller dans le sens de leur doxa. Alors il y a une enquête de l'IFOP, Maxime Lenagar, qui fait un état des lieux sur le complotisme et les contre-vérités scientifiques. Dites-nous ce qu'il faut en retenir. Oui, c'est une grande étude publiée par l'IFOP à la mi-avril, qui entend faire état des lieux, des croyances et des théories du complot et des contre-vérités scientifiques en France et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, que les théories du complot sont plus fortement ancrées aux États-Unis qu'en Europe. À la question, je cite la question, personnellement, croyez-vous aux théories du complot? 55% des Américains répondent positivement. Pour la même question en France, 35% de réponses positives. Ça fait pas une majorité, mais c'est toujours plus d'un tiers de la population qui adhère aux théories du complot. La théorie du complot qui rencontre la plus forte adhésion en France, c'est que le gouvernement américain, vous savez bien, on en a parlé en début d'émission, était au courant des attentats du 11 septembre 2001. 33% des Français sont d'accord. On a par exemple 21% des Français qui pensent que les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution. Donc là, on est chez 21% quand même. Qui n'ont pas pris le tournant darwinien d'une certaine manière. 12% qui pensent que la Terre est plate. Quelles sont les catégories les plus touchées en France? Les 18-34 ans à 41%, les moins diplômés à 47% et les utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux 55%. Comment expliquer ce phénomène? Deux éléments surdéterminants. Un, évidemment, sur le plan technique, la révolution numérique, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie de l'information entre l'information et les rumeurs. Et deuxième élément surdéterminant, sur le plan politique, la défiance évidemment à l'égard des discours officiels, un gouvernement, institution, instance, quelle qu'elle soit, dont la presse. Les gens n'ont plus confiance dans l'autorité supposée des détenteurs du savoir, d'où l'installation d'une forme de relativisme. Chacun pense un peu ce qu'il veut en fonction de ses affinités. J'ai vu Christophe noter quelque chose sur son carnet. Parce que vous m'aviez posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, mais qui va dans le sens de ce que disait Maxime, c'est-à-dire sur la question des monocomplotistes et des polycomplotistes, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont s'arc-bouter sur une théorie du complot, disant par exemple les vaccins sont conçus pour nous
nous tuer. Donc ça, c'est une théorie du complot, mais ils vont souscrire qu'à cette seule et unique théorie du complot, alors que d'autres vont au contraire souscrire à tout un récit globalisant qui remonte généralement aux Illuminati, qui eux-mêmes remontent aux Juifs. Donc en gros, vous avez ça. Mais enfin, très souvent, on s'aperçoit que les gens qui sont les tenants d'un monocomplotisme, très souvent, vont très rapidement sombrer dans le polycomplotisme, tout simplement parce que pourquoi voudrait-on nous tuer avec des vaccins? Pourquoi? Qui veut nous tuer en nous... qui est important? Qui? Hashtag qui? Vous voyez, hashtag qui? Hashtag effectivement les Illuminati, Bilderberg, la trilatérale, les Juifs, les extraterrestres, etc. Après, il y a une question intéressante parce que dans le sondage, c'est vrai que on a l'impression que les complotistes sont des gens d'un niveau intellectuel assez faible. Alors c'est plus compliqué que ça parce que j'ai personnellement enquêté sur les producteurs de théories du complot. Et les producteurs de théories du complot, c'est des gens qui sont très souvent bardés de diplômes. C'est des gens qui ont, d'abord, qui sont vraiment tout à fait sincères. Hein. Il y a pas de, c'est pas des escrocs. C'est des gens qui, en réalité, à un moment donné dans leur vie, ont eu une cassure, quelque chose qui se produit dans leur destin, qui fait que tout à coup, ils ont l'impression, vous savez, c'est une paranoïa collective, le complotisme. Et donc, tout à coup, ils ont l'impression qu'on leur en veut. Je pense, par exemple, à John Robinson, qui est l'homme qui a introduit dans le monde anglo-saxon la théorie selon laquelle les Illuminati gouvernent le monde. Ça remonte au XVIIIe siècle. Mais John Robinson, c'était un chimiste écossais, c'était vraiment la star des stars. Il était reconnu, il était membre de toutes les académies de médecine, il était une vedette extraordinaire, sauf qu'à 60 ans, il est victime d'une maladie, on ne sait pas très bien, on l'a jamais diagnostiqué en réalité, qui lui occasionne des crises de langueur très longues où il peut plus se lever, enfin peut-être une dépression d'ailleurs, où il reste couché des journées entières. Et là, il va développer une théorie selon laquelle Lavoisier fait tout pour empêcher que ses travaux soient connus en dehors de la Grande-Bretagne. Et pourquoi Lavoisier fait tout pour empêcher ça? Parce que Lavoisier est un Illuminati. Et il va bâtir sur cette base des livres et des livres et des livres pour prouver que les Illuminati gouvernent le monde, et en fait gouvernent le monde contre lui. C'est-à-dire font tout pour empêcher que ces travaux soient republiés à l'étranger, en quelque sorte. Alors, dans un instant, on va retrouver Michel Onfray. On va revenir sur des affaires récentes et on va continuer, évidemment, cette conversation passionnante sur le complotisme. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard et notre invité du jour est Christophe Bourseiller, auteur de nombreux ouvrages, dont Complotisme, anatomie d'une religion, paru aux éditions du Cerf. Nous parlons de complotisme, nous nous interrogeons sur ce que est en train de devenir l'insulte de complotiste. Et puis, je voudrais qu'on saisisse l'occasion de cette conversation pour revenir sur des affaires plus ou moins récentes et que l'on se dise si les hypothèses émises sont complotistes, tout simplement, elles méritent d'être débattues. Je voudrais qu'on parle un peu de ce virus du Covid-19, dont la thèse officielle était celle du pangolin. Ça nous a valu, d'ailleurs, Michel avait écrit l'excellent La vengeance du pangolin. Et ce pangolin serait, selon les thèses officielles à l'époque, à l'origine de l'épidémie, et non point cet accident qui aurait eu lieu dans un laboratoire de Wuhan. Là où ça devient un exemple intéressant, c'est que le professeur Montagnier, dès le début, lui, dit que le code génétique de ce virus, après l'avoir étudié, n'est pas très naturel. Mais tout le monde à l'époque le traite de complotiste, et on a retrouvé un sonore du fameux docteur Alexandre. Voilà ce qu'il dit du professeur Montagnier à l'époque. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire je pense qu'il faut qu'il se taise. Ce qu'il fait est en démocratie. gravissime. Je vois des gens paniqués qui ont l'impression, quand ils ont été touchés par le coronavirus, qu'ils vont avoir le sida. L'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont protesté officiellement ce soir sur Twitter en expliquant que le virus ne pouvait pas être construit en laboratoire et était forcément naturel. Et je vous incite à voir ce que l'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont dit. Donc il est certain que le virus est naturel, il n'a pas été fait en laboratoire. D'autre part, le professeur Montagnier a expliqué qu'il y avait un lien entre la 5G, les antennes 5G et le virus. On est là dans un délire complotiste absolument fou. Alors, voilà.
Sauf que patatras, récemment, on apprend, le 27 avril dernier, c'est dans la lecture de Factuel Média d'ailleurs que je l'ai appris, que l'Académie de médecine avait tranché la question, ou au moins retenait comme plus probable désormais la fabrication en laboratoire du virus, et non pas de cette fameuse thèse du pangolin. Alors, c'est d'ailleurs, pour vous donner quelques informations rapportées, ça aurait été l'Académie de médecine s'est tenue en séance plénière le mardi 18 avril, et cette séance dédiée à ce sujet qui a été longtemps un tabou dans la communauté scientifique, intitulée de l'origine du SARS-CoV-2 à la virologie biologie dangereuse, l'Académie a pointé de façon désormais explicite la possibilité que la pandémie du Covid-19 puisse résulter d'un accident lié à la recherche en virologie. Alors du coup, Christophe Bourseillet, ce qui était complotiste hier peut-il devenir vérité officielle un jour? C'est-à-dire qu'en réalité, le débat pour savoir d'où venait le virus du Covid n'est pas une question complotiste. C'est-à-dire que ça vienne d'un pangolin ou autre chose, ou que ça vienne d'une erreur de manipulation d'un laboratoire, ce sont des hypothèses possibles sur la naissance du virus. Là où on entrerait dans une théorie du complot, c'est lorsque certains disent, ou on dit, que des Chinois ou les Américains d'ailleurs, avaient sciemment répandu cette arme bactériologique. C'est-à-dire que ce n'est pas un incident ou une erreur du laboratoire de Wuhan, mais c'est pour certains la dissémination volontaire d'une arme biologique dans le dessein de nous détruire tous. Pourquoi ? Pour réduire la population mondiale, parce qu'on va vers la surpopulation, etc. Il y a trop de monde sur Terre, donc un bon coup de Covid et ça va tuer des centaines de millions d'individus, comme le disait d'ailleurs à l'époque Monique Passon-Charlot dans le documentaire Hold Up, qui avait été montré à cette époque-là et qui a validé toutes ces théories les plus fumeuses, y compris celle selon laquelle lorsqu'on recevait le vaccin, on vous injectait une nanopuce qui s'activait, comme disait Michel Onfray, au passage des émetteurs de la 5G pour nous transformer en zombies. Mais vous avez bien entendu cette injonction, et Michel, j'aimerais bien que Michel réagisse là-dessus, cette injonction à se taire et cette accusation de complotiste qui a été sortie à l'époque tout de suite par le docteur il y avait une forme Alexandre. de paranoïa. Voilà, vrai. Michel, c'est quand même devenu la manière de faire, de commander le silence, c'est de traiter les gens de complotistes. Oui, ça s'inscrit dans la logique contemporaine du refus du débat. On ne débat plus, on insulte, on interdit de parole, on fait savoir que machin bidule ou un tel ne devrait pas avoir le droit d'accès à des médias, exposer leurs thèses, etc. Jadis, on rencontrait les gens. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu à la télévision, devant mon petit écran, Bernard-Henri Lévy rencontrer Maurice Bardèche chez Bernard Pivot. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer plus opposés. Et il y avait du débat, du dialogue, ils acceptaient de se rencontrer. Et puis, ils disaient ce qu'ils avaient chacun à dire, et c'était un beau moment de télévision, parce que Bernard-Henri Lévy disait ce qu'il fallait dire à Maurice Bardèche. Je voudrais reprendre un peu ce que disait Christophe tout à l'heure, parce que je pense qu'il a raison de parler de la faille des individus chez qui le complotisme fait la loi. Je pense qu'il faudrait faire une psychopathologie du complotiste, un peu comme il faudrait faire une psychopathologie du croyant. Je pense qu'il y a un moment donné où quand on a affaire à des gens qui veulent absolument que la raison convient de dire que Jésus est capable de ressusciter le 3e jour ou de naître d'une mère sans l'intervention d'un père, et qui nous disent que ça c'est très rationnel et que c'est à débattre, que c'est absolument fondé rationnellement. Je pense qu'on a un bon exemple avec Céline et les récents romans qui viennent de paraître de Céline. Je songe à Guerre. On distingue toujours un Céline romancier formidable, Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Guignol's Band, Mort, etc., etc. Et puis le méchant de Bagatelle pour un massacre, des beaux drames, de l'école des cadavres, en disant voilà, on a un personnage qui lui fait des pamphlets et c'est très hétérogène. C'est le même personnage. Et je pense que c'est le personnage qui, Christophe parlait tout à l'heure d'un traumatisme, et on le voit avec Guerre, avec la publication de Guerre, on voit quelle est la nature du traumatisme de Céline. Il connaît le champ de bataille, la Première Guerre mondiale, il est plutôt anard avant, il est plutôt médecin anard et puis vaguement de gauche, il soigne les gens pauvres et gratuitement, et rentrant du premier conflit, il dit c'est la faute aux Juifs.
Ils sont coupables de tout, responsables de tout. La guerre, c'est eux. Et ils s'en viennent nous expliquer que ce délire-là, ce sont les Juifs et rien d'autre. Et ce délire-là, il le fait dans la totalité de ses pamphlets, où il nous dit même que Hitler est juif. Ça va loin, je veux dire, chez Céline. Et il y a effectivement une psychopathologie. Le monde les a traumatisés, et pour se soigner de ce traumatisme, ils rentrent dans une espèce de croyance qui fait qu'effectivement la complexité du monde se trouve résolue avec 2 ou 3 idées simples. C'est la faute à ceux-là, c'est la faute à celui-ci, c'est la faute effectivement aux pédophiles qui se nourrissent du sang des enfants, c'est la faute aux Juifs bien sûr qui sont derrière tout ça, et puis le monde est simple, ça devient extrêmement simple. C'est l'art de réduire le monde complexe à 2 ou 3 passions tristes, et avec les passions tristes on gagne tout le temps. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est cette espèce de, ces cassures dans des destins. Et alors aussi, il faut bien le dire, chez le producteur de théorie du complot, il y a aussi quelque chose d'assez romanesque. C'est-à-dire le désir de dire, je pense différemment, je suis un dissident du monde occidental, je suis celui qui ose dire ce que personne ne dit. Voilà, je suis seul à connaître la vérité. Je sais que les extraterrestres nous ont envahis. Moi, je le sais. Je sais que le vaccin, c'est pour nous détruire. Donc en fait, le remède est pire que le mal. C'est pas le Covid qui est dangereux, c'est le vaccin. Et on disait la même chose du sida d'ailleurs. C'est pas le sida qui est dangereux, c'est le médicament contre le sida. Je sais ça, et donc je suis en quelque sorte un voyant au milieu, dans un monde de non-voyants. Je suis celui qui porte une lumière secrète, et du coup je suis comme une espèce de David Vincent, comme une espèce d'agent secret, et ma vie s'en trouve réenchantée d'une certaine façon. Il y a une forme de réenchantement du quotidien chez nombre de théoriciens du complot. Mais ce réenchantement est quand même nuancé par le poids lourd de la paranoïa. On est vraiment chez des gens qui sont perpétuellement portés par l'idée qu'on veut les détruire. Ouais, il y a toujours une société secrète qui veut les détruire. Une société qui veut détruire. Et ça, c'est terrible, d'avoir cette vision du monde, cette vision des choses. Alors ça peut aller très très loin. Après, on va, par exemple, dire que les Illuminati sont évidemment une société secrète juive, mais qu'en réalité, derrière les Juifs, il y a les extraterrestres, et donc les Juifs sont des extraterrestres. Donc vous voyez, vous avez ces délires-là qui sont sans bornes. Ce sont des délires absolument sans bornes. Et moi, je suis très étonné de voir des gens souscrire gravement à ces idées-là en disant, oui, bien sûr, on a compris. Et d'ailleurs, ils le présentent comme ça. On a compris. Oui. Ça y est, nos yeux se sont ouverts. On a enfin compris. On a compris les puces, les nanopuces. On a compris que les Juifs sont des extraterrestres. On a compris. Vous voyez, et ça, c'est très intéressant à observer. Ouais. Alors, dans un instant, je voudrais qu'on revienne sur le groupe Bilderberg, maître du monde, selon nombreux... L'un des nombreux maîtres du monde. Ils font partie des maîtres du monde. En tout cas, vous nous direz peut-être comment. Et puis, je vais vous demander aussi dans un instant si l'affaiblissement général du niveau scolaire ne fait pas le lit du complotisme, de même que les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas amplifier les théories du complot, ces fameux réseaux sociaux? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours à l'écoute de l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, tous les samedis matins de 10h à 11h, en partenariat avec Front Populaire, le média, et Sud Radio. Je suis en compagnie toujours de Michel Onfray, fondateur de la revue, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité aujourd'hui est Christophe Bourseiller, auteur de nombreux ouvrages, dont Complotisme, Anatomie d'une religion, paru aux éditions du Cerf. Alors, vous me disiez hors antenne à l'instant que souvent le complotisme, Christophe Bourseiller, part d'un fait réel et se nourrit de ce départ pour y projeter beaucoup. Bah oui, vous prenez un événement réel, vous prenez je vous donne un exemple assez particulier. J'ai donné une conférence sur les théories du complot devant des étudiants à Valenciennes il y a quelques mois, et je leur ai parlé du 11 septembre. Il y en a un qui a levé la main, il m'a dit, mais monsieur, que pensez-vous du congrès de Bonn ? Alors là, je suis resté sans voix, parce que quel congrès de Bonn ? J'avais beau chercher dans ma mémoire, je voyais aucun congrès de Bonn. Alors j'ai pas pu lui répondre, et puis après je suis allé fouiller. Alors effectivement, il y a eu début septembre à Bonn une réunion de ministres des Affaires étrangères de différents pays européens.
et c'était pour parler des problèmes des différents pays. Enfin, ça n'avait évidemment rien à voir avec le 11 septembre. Mais dans l'esprit des complotistes, le congrès de Bonn, c'est un moment où les Américains sont venus avertir les Européens qu'ils allaient faire sauter les tours. Ah oui. Vous voyez, on part d'un fait réel, une réunion de ministres à Bonn pour en faire quelque chose. C'est encore plus intéressant avec, vous avez évoqué tout à l'heure avant la coupure, le groupe de Bilderberg. Oui. Alors ça, il faut en parler parce que le groupe de Bilderberg, c'est quoi? Ce sont, selon les scénarios complotistes, un rassemblement de maîtres du monde, en concurrence avec d'autres maîtres du monde, bien sûr. En fait, le groupe de Bilderberg, ça n'existe pas, puisque ce sont en fait des conférences de Bilderberg qui se tenaient historiquement au départ dans un hôtel qui s'appelait Bilderberg à partir de 1952. Et donc, ce sont des conférences dans lesquelles, vous savez, ça se fait beaucoup, dans lesquelles se réunissent à huis clos des patrons de presse, des ministres, des journalistes, des chefs d'entreprise, pour échanger librement off the record, en quelque sorte. Voilà ce que c'est. Mais il y a un esprit de Bilderberg qui est très intéressant, c'est qu'on est en 1952, on est en pleine guerre froide, et Bilderberg, c'est l'idée que après la Seconde Guerre mondiale, il faudrait arriver à créer ce que l'ONU appelle à l'époque un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, on a eu 2 guerres épouvantables au XXe siècle. Est-ce qu'on peut pas maintenant, est-ce que l'humanité ne va pas atteindre un degré de maturité qui fait que il y aurait peut-être un jour, qui sait, un seul gouvernement et qu'on arrêterait de se faire la guerre. Donc on est dans une espèce d'utopie pleine de bons sentiments, pourrait-on dire. Mais pour les complotistes, vous avez d'une part des gens qui se réunissent à huis clos et donc qui représentent l'embryon du 4e Reich, et d'autre part, ils parlent d'un nouvel ordre mondial, et c'est le 4e Reich. Vous voyez, on part d'événements réels pour bâtir un château de cartes fascinant et angoissant et terrifiant, selon laquelle, dans l'ombre et dans la pénombre de Bilderberg, on nous bâtit un camp de concentration planétaire. Ouais. Alors, mais peut-être que la meilleure manière de répondre aux complotistes ça aurait été d'inviter quelques journalistes à rendre compte de ce qui se disait. Il y en a beaucoup qui y vont, puisqu'il y a des journalistes qui sont invités off the record. Et vous savez qu'il y a des procès-verbaux de Bilderberg qui sont tenus par des journalistes de The Economist. J'ai appris que François Langlais, d'ailleurs, qui est un journaliste bien connu de TF1 et d'RTL, et y avait été convié. Voilà, mais beaucoup de gens ont été conviés. Il y a plein de Hubert Védrine, par exemple, a été convié aux réunions de la commission trilatérale. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont des hommes politiques ou des femmes politiques et qui sont conviés régulièrement dans ces think tanks. Car en fait, nous parlons de think tank. Hein. Bien sûr, mais j'aimerais entendre Michel Onfray sur ce think tank, ce fameux groupe de Bilderberg. Michel, est-ce que ces gens ont des choses à cacher ou est-ce qu'il faut y projeter une main complotiste ou pas? Quand on n'a rien à cacher, c'est ouvert au public. Et l'idée de dire il y a des comptes rendus, mais ils ne sont accessibles qu'aux gens qu'on aura choisis, qu'on aura élus. Ils seront rédigés en plus de ça par les gens qui font partie de ce dispositif secret. Tout ça, effectivement, n'est pas extrêmement transparent. Et quand ça manque de transparence, tout est possible, tout est pensable. Là, ils pêchent par méthode, je dirais. Je voudrais ajouter quand même que Jacques Attali, qui n'est quand même pas un complotiste, a écrit un livre qui s'intitule « Demain, qui gouvernera le monde ?» Point d'interrogation. Demain, qui gouvernera le monde? Donc, Christophe, vous avez parlé d'une utopie généreuse. On la trouve chez Wells, l'homme de la science-fiction, là, qui fait un très gros livre qui est une histoire des civilisations. C'est très intéressant. Et ça se termine sur ce que vous signaliez tout à l'heure, cette idée que la guerre, ça suffit et que peut-être on pourrait faire un gouvernement mondial ou planétaire. Je ne crois pas que l'idée du gouvernement mondial ou planétaire soit une fiction. Je pense au contraire que c'est une réalité. Outre le fait que le journaliste de Challenge me déteste personnellement et ce qui justifie l'insulte, il y a quand même cette idée que derrière ça, il y a le fait que nous avons, nous, à Front Populaire, fait un jour un numéro consacré à l'État profond. C'est à partir de ce moment-là qu'on a considéré que Front Populaire, nous étions des complotistes. On nous a même reproché l'illustration de couverture où c'était un petit chat qui jouait avec, c'était un jouet d'enfant qui jouait avec une planète, avec un globe, et on nous a dit que on recyclait évidemment une vieille topique antisémite du juif
avec les doigts crochus qui tenait la planète entre ses mains. Ouais. Griffu, ouais, alors griffe plus doigts crochus. Et donc on nous a dit c'est bien la peine de vouloir cacher ce que vous pensez véritablement. Finalement, le message subliminal, il est là. Votre travail sur l'état profond, c'est vraiment un travail de complotiste. Et évidemment, ces gens-là d'abord ils voulaient que nous n'existions pas, mais ensuite ils ne voulaient surtout pas parler du contenu de notre numéro. Il y avait une vingtaine ou une trentaine d'intervenants et personne évidemment ne tenait de thèse complotiste à l'évidence. Mais il y a simplement un moment donné où quand on commence à mettre son nez dans des affaires avec des gens qui nous disent ça ne vous regarde pas, je pense qu'on est coupable. Si on n'a rien à se reprocher, on dit regardez. Il n'y a aucun problème. C'est public, il y a des caméras et le monde entier va voir ce qui se dit à ces réunions et vous verrez nos échanges. Je pose toujours la question, ou même pour la franc-maçonnerie, pourquoi y a-t-il pourquoi est-ce que c'est secret? Pourquoi est-ce que c'est réservé à quelques-uns? Pourquoi est-ce qu'il y a des secrets? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas? Alors je sais que dans la maçonnerie, il y a des tenants d'une maçonnerie ouverte et qui voudraient en finir avec ça et qui nous disent c'était l'époque où on était pourchassés et persécutés, donc évidemment on organisait le secret, ce qui avait un sens. Mais aujourd'hui, il y a un moment donné où on a le droit à la transparence. Moi, je ne suis pas de ceux qui nous disent que la transparence est fasciste, enfin tous ces gens qui ont des choses à cacher, je dirais. Mais quand on fait des réunions pour envisager l'avenir du monde, ce serait pas mal que ça se fasse avec les peuples. Ce serait pas mal, effectivement. Et pas sans eux et pas contre eux. Est-ce que c'est pas une manière de comment dirais-je, de faire fantasmer ça valorise quelque part, Christophe? Il y a deux choses. D'abord, en ce qui concerne l'état profond, c'est une réalité. Bien sûr, alors c'est vrai que ce numéro de Front Populaire, je me souviens, s'inscrivait au moment où QAnon mettait en avant l'état profond à travers la source, le lanceur d'alerte Q, l'anonyme Q, qui dénonçait l'état profond américain, mais l'état profond... Et Macron en parlait aussi. Oui, dont l'état profond est une réalité, puisque l'état profond, c'est en quelque sorte cette structure de l'État qui préexiste au changement de gouvernement. Enfin, c'est cette grosse machine qui est présente et qui ne bouge pas, quel que soit le changement de régime. Donc l'état profond, bien sûr, existe. Après, je pense que, moi, je suis pas partisan de la transparence à tout craint, et je pense que dans le cas du groupe de Bilderberg, je vais surtout pas les défendre, parce que je les connais même pas. Enfin, j'ai aucun intérêt. Mais je suis malheureusement, ils ne veulent pas de moi, mais en revanche, je vois très bien à quoi ça correspond, c'est-à-dire le désir aussi de gens qui sont en permanence dans la lumière, de se retrouver entre eux et de se parler, voire de négocier de façon discrète, de se rencontrer. Enfin, vous savez, il y a toute une ritualisation des réunions de Bilderberg. On laisse son portable à l'entrée. Voilà, on est tout à coup dans un moment où tout est possible. Et puis les plus grands sont assis à côté des plus petits, c'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de mise à niveau. Le président va se retrouver à côté du journaliste. Enfin, donc il y a des liens peut-être qui se créent, et donc il y a énormément de clubs qui vont dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Vous avez ce club qui s'appelle Le Siècle à Paris, oui, qui fait des grands dîners où des journalistes rencontrent des hommes politiques, qui rencontrent des chefs d'entreprise. C'est la même histoire. C'est quelque chose, c'est éternel. Ça fait partie du lobbying, je dirais. Le seul problème du complotisme, c'est que le complotisme transforme le lobbying en une sorte de machine visant à détruire le monde. Le lobbying est aussi vieux que l'humanité. Il y a toujours eu des gens qui voulaient se rencontrer en privé. C'est une pratique de l'entre-soi aussi. C'est une pratique de l'entre-soi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi le désir, dans un monde voué à une extrême transparence, de se rencontrer sans être justement filmé, enregistré, capté, tweeté, etc. Il y a aussi ça. Donc la possibilité d'être enfin off. Vous voyez, je ne dis pas ça pour les excuser, mais simplement pour les décrire. Michel, l'affaissement général du niveau scolaire, quand même, est-ce que ça ne fait pas le jeu de théories complotistes? Et puis, comment expliquer que les théories du complot ne se soient jamais aussi bien portées qu'actuellement, où il y a une multitude d'initiatives de médias, qu'on n'a jamais autant créé de médias, et on n'a jamais partagé aussi facilement l'information, et paradoxalement, eh bien, on voit se développer beaucoup de théories complotistes.
Moi, je suis un produit de l'éducation républicaine et quand j'étais à l'école, on m'a appris ce que c'était que les vaccins, ce qui distinguait un vaccin d'un sérum, comment Pasteur avait fonctionné, ce qu'était la génération spontanée, comme on a cru pendant très longtemps que s'il y avait un tas de chiffons et de détritus dans un coin, le rat allait naître de ce tas de détritus, etc. Et comment Pasteur est arrivé avec les expériences, etc., etc. J'ai fait à l'université des valeurs de biologie parce que c'était obligatoire, donc je sais ce que c'est qu'une cellule, le noyau, le cytoplasme, la membrane, je sais ce que définit l'ADN, ce que définit l'ARN, etc., etc. Donc je sais un certain nombre de choses. Ce qui me permet d'éviter de croire des bêtises, de croire des sottises. C'est-à-dire que quand on a commencé à discuter sur la question des messages, des ARN messagers, j'ai commencé à parler avec des gens, à leur dire mais c'est pas possible. Vous savez comment marche la cellule, vous savez comment fonctionne ce vaccin? Pas du tout. Il y avait une espèce de fausse science chez ces gens-là qui nous expliquaient qu'on rentrait dans le noyau génétique et qu'on modifiait le filament d'ADN, la fameuse acide désoxyribonucléique, et que d'un seul coup, on programmait les gens avec ce type de vaccin. C'est-à-dire c'est une fausse science. Ces gens-là ne connaissent pas les sciences élémentaires, mais sous prétexte de fausses sciences avec Internet, justement, ils sont capables de tenir un discours pour vous expliquer que oui, mais c'est pas pareil, c'est une bombe, mais c'est pareil quand même, parce que c'est une bombe à retardement et qu'il suffira, justement, à ceux qui sont à l'origine du complot, de décider du moment où ils activeront ce qu'ils ont placé en vous pour obtenir leurs résultats, etc. C'est-à-dire, effectivement, qu'à partir du moment où il n'y a plus de science, il n'y a plus de science républicaine, il n'y a plus de science enseignée à l'époque, où n'importe qui peut aujourd'hui créer un site et raconter n'importe quoi, chacun ira confirmer ces hypothèses qui sont la plupart du temps ces croyances, et tout devient possible. À chacun sa vérité, c'est-à-dire disparition de la vérité. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois. C'était une émission passionnante sur le complotisme et sur la manière de disqualifier l'adversaire avec cette accusation de complotisme. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, évidemment la chaîne YouTube de Sud Radio, mais également frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Bonne journée à tous. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.